Alors pour ouvrir cet après-midi de manière peut-être plus large en prenant de la hauteur, c'est une intervention qui nous est proposée par Christian Depertuis, qui est professeur à l'Université Paris-Dauphine, fondateur de la chaire Économie du climat, président du Comité pour la fiscalité écologique, entre autres, et entre autres également auteur notamment d'un ouvrage récent, Le Capital Vert, une nouvelle perspective de croissance, dont il nous dira peut-être deux mots, ou duquel nous retrouverons un certain nombre d'éléments dans son intervention. Monsieur Depertuis, je vous laisse ouvrir, comme je le disais, cet après-midi, avant d'entendre une introduction ensuite. Allez-y, je vous laisse vous installer au pupitre. Oui, je vous en prie. Bien, merci. Merci beaucoup, merci de votre invitation. Vous m'avez demandé un peu en un quart d'heure, donner quelques enjeux sur les bioénergies, et je voudrais vous passer 4 messages. Le premier, c'est que on oppose très régulièrement les bioénergies, les énergies renouvelables et les fossiles. Et mon ami Bernard Chevassus, qui est un des grands spécialistes de la biodiversité, me dit toujours, mais tu sais, le stock d'énergie fossile, ce n'est jamais qu'une ressource vivante avec quelques millions d'années d'écart qui ont permis de transformer le vivant en un stock de fossiles. Et cette réflexion, je pense, doit nous amener tous à réfléchir sur un point. Et ce point, ça va rejoindre l'ouvrage auquel faisait référence tout à l'heure notre animateur. C'est quoi le capital vert, le capital de ressources naturelles que nous utilisons ? Dans la vision traditionnelle, on représente le capital vert comme un stock de ressources qu'on risque d'épuiser. Par exemple, le stock de pétrole. Et vous savez qu'en 1973, on nous disait il reste 40 ans de réserve de pétrole. Ne vous inquiétez pas, hein. Si vous prenez les chiffres de 2014, vous verrez qu'il reste plus de 40 ans de ressources de pétrole. Donc, il y a pas un petit problème. Mais oui, souvent, on présente les ressources naturelles comme un stock. Parfois, du reste, on dit des inepties. Par exemple, j'entends souvent dire que l'eau devient rare. Mais il y a rigoureusement la même quantité d'eau que du temps des dinosaures, et même avant, sur notre planète. Donc, moi, je pense que la logique du capital naturel, du capital vert, ce n'est pas une logique de stock, c'est une logique de flux et de reproduction des ressources. Et ceci est très important. C'est très important pour l'eau. Ce qui est important lorsqu'on veut gérer le capital naturel eau, c'est de correctement s'intégrer dans un cycle de reproduction de l'eau douce. C'est évidemment majeur pour la biodiversité, sujet dont nous parlerons peut-être dans un instant, puisque ce qui est important, ce n'est pas que le panda ou l'ours des Pyrénées ou l'ours polaire disparaissent. Bon, toute une grande admiration pour les gens qui défendent les espèces disparues, mais chaque fois qu'il y a une espèce qui disparaît, en réalité, derrière, il y a un appauvrissement d'un système, d'un écosystème qui ne parvient plus à reproduire certains éléments, et c'est cet appauvrissement de l'écosystème qu'il faut traiter. Et pour l'énergie, c'est fondamental. Notre système énergétique est inclus dans un grand système d'échange d'énergie qui nous vient toute du soleil et que nous réutilisons ensuite de façon très différente. Et le mécanisme régulateur, c'est l'effet de serre. Et donc moi, je considère que la question de la transition énergétique doit d'abord se poser par rapport à cette capacité que nous avons de reproduire ce système de régulation d'échange entre l'énergie rentrant et l'énergie sortant, autrement dit l'effet de serre. Et du coup, la crainte que j'entends à droite et à gauche sur on va manquer de pétrole, on va manquer de gaz, on va manquer de je ne sais pas quoi. Pour moi, ce n'est pas du tout la question. La question, c'est qu'il y a beaucoup trop de carbone sous forme de mines de charbon, de gisements de pétrole, de gisements de gaz, que ce que peut recevoir l'atmosphère. Les bioénergies sont évidemment une forme d'utilisation de l'énergie qui, par nature, puisqu'elle s'inscrit dans le vivant, va s'inscrire dans ce système général de reproduction des ressources. Et c'est, à mes yeux, l'enjeu majeur du développement des bioénergies, d'être capable de trouver les moyens d'intégrer de nouvelles sources d'énergie qui sont dans un système de reproduction des ressources. Deuxième point, pour que ça fonctionne, je pense qu'à mesure
on va développer ces bioénergies. Et je sais que votre président me le disait tout à l'heure, entre l'état où on en était il y a 3 ans et l'état où on en est aujourd'hui, on voit que beaucoup de choses se développent. Vous allez faire face à des problèmes multiples de concurrence d'usage. Le premier, le plus connu, et celui qui est peut-être le plus présent dans les politiques, c'est les concurrences d'usage en termes spatial sur l'utilisation des sols. Et je crois que ces concurrences d'usage sur l'utilisation des sols, en réalité, vont concerner beaucoup de systèmes énergétiques demain. Pourquoi ? Parce qu'à mesure qu'on va s'orienter vers des systèmes d'énergie de flux, des systèmes d'énergie renouvelable, on va utiliser des sources énergétiques qui seront moins denses en énergie. Et ces sources énergétiques moins denses en énergie, ils devront faire face à des approvisionnements de sociétés qui seront de plus en plus urbanisées, de plus en plus densément peuplées. Donc je crois que c'est véritablement en prospective une question majeure sur le développement des bioénergies, comment arriver à gérer cette contrainte de l'utilisation de l'espace. À titre anecdotique, je rappellerai qu'aujourd'hui, pour toutes les infrastructures que nous utilisons pour utiliser les sources fossiles, ça représente déjà à l'échelle du globe la taille de la Belgique. Alors vous me direz, la Belgique, c'est pas les États-Unis, mais quand même, la Belgique, c'est pas non plus le Luxembourg. Hein. Bon. Et alors, vous voyez que, à mesure qu'on va développer des systèmes moins denses en énergie, il va se poser le problème de concurrence dans l'usage de l'espace. Mais ce n'est pas le seul problème de concurrence d'usage auquel vous allez vous trouver confronté. Le deuxième, très important, c'est évidemment, chaque fois que cela se produit, et c'est le cas pour les biocarburants, concurrence d'usage entre des productions alimentaires et des productions non alimentaires. Et les effets de billard sur la déforestation, ça passe par de la production alimentaire. Pourquoi est-ce que certaines formes de développement de bioénergie vont générer en effet indirect de la déforestation? Parce qu'on va déforester pour des raisons alimentaires. Donc je crois que cet équilibre à trouver entre l'usage énergétique de la biomasse et l'usage alimentaire de la biomasse est une question de fond qu'on ne pourra pas éluder. Et lorsqu'en 2008, on a une envolée des prix des grains et des oléagineux qui est en partie liée au développement des bioénergies, surtout aux États-Unis du reste, ça pose un réel problème de régulation. Mais les concurrences d'usage ne vont pas s'arrêter là. Je pense que l'un des effets importants, l'une des manifestations très importantes des transitions énergétiques, c'est qu'on ne va pas seulement changer les sources d'énergie qu'on utilise, mais on va aussi complètement modifier la façon dont on stocke, dont on transporte et dont on utilise l'énergie à la fin. Tout ceci va multiplier les concurrences dans l'usage des bioénergies à l'intérieur du système énergétique. Et vous aurez des concurrences de plus importantes entre faire de la chaleur, faire de l'électricité, faire bouger des voitures, faire bouger des avions. Et en réalité, très souvent, on anticipe très mal ces concurrences d'usage parce que très souvent, on projette dans le futur ce qu'on a fait durant les 20 ou 30 années antérieures. Aussi, lorsqu'on a fait le premier paquet énergie-climat sur les biocarburants, tout le monde était persuadé que pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur les transports routiers, ça passait par un changement de carburant et par le développement des biocarburants. Et puis, 5 ou 6 ans après, on voit que de multiples nouveaux usages se développent, notamment l'électrification des véhicules qui pourraient changer la donne. Troisième, comme on m'a demandé d'être rapide, hein, je vous mène au pas de charge, parce que c'est quand même le quatrième point qui, je crois, sera le plus important. Bioénergie et territoire, je le fais juste pour rappeler que ce n'est pas qu'un slogan. Bon, c'est vrai que on en entend beaucoup parler, hein, les énergies renouvelables et les territoires. Bon, il me paraît évident que s'il y a véritablement une source d'énergie renouvelable qui totalement s'inscrit dans une dynamique territoriale, c'est évidemment la bioénergie. Et nous savons que dans notre pays, nous avons un gisement qui dort, qui est très sous-utilisé. Mais il paraît que la ministre vous a dit hier que ça allait changer, tant mieux. Alors, quatrième point, qui n'est pas sans lien du reste avec ce que je viens de dire, c'est quoi? Sous l'angle de l'économiste, moi je suis un économiste, hein, et je suis assez libre de mes propos, donc je ne vais pas finasser. C'est quoi les types
de soutien public, en termes d'instruments économiques qu'il faut mettre en place pour développer d'une façon générale les renouvelables et d'une façon plus particulière les systèmes de production et de valorisation de la bioénergie. Je ne vais pas y aller dans la nuance. Je considère que le système qu'on a mis en place pour développer les énergies renouvelables n'est pas viable. Il n'est pas viable en France, il n'est pas viable en Allemagne, il est encore moins viable en Espagne. Donc le système qu'on a fait n'est pas viable parce qu'il est mal conçu dès le départ, et pour tous ceux qui ont quelques souvenirs de la façon dont on gérait les soutiens agricoles dans les années 70 et 80, c'est très facile à comprendre. On a fait pour les énergies renouvelables le même système de soutien qu'on avait pour le blé et pour le bœuf jusque dans les années 80 dans l'agriculture, c'est-à-dire qu'on a mis un soutien de prix garanti avec un accès automatique au marché. Et ça, c'est une incitation qui est extrêmement forte au démarrage, mais si ça marche, ça explose. Ça explose parce que ça ne devient plus finançable, et ça explose parce qu'on va écarter les producteurs de ces nouvelles énergies des conditions de marché. Je ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez qu'aujourd'hui, on a un énorme problème sur le marché électrique en Europe, et ce problème va se poursuivre tant qu'on est dans cette erreur de design des politiques publiques. Donc moi, je pense que le système vers lequel on va aller progressivement, la Commission européenne a édicté les lignes directrices il n'y a pas très longtemps, qui sont... juridiquement, ce n'est pas totalement obligatoire, mais enfin, on a très peu de moyens de s'en écarter. Hein. Moi, je pense qu'on va faire des choses intelligentes lorsqu'on va s'orienter vers un système qui vise à bien mettre les soutiens qui conviennent en fonction des objectifs qu'on suit. Le développement des bioénergies, comme le développement des énergies renouvelables, il y a deux grands objectifs. Le premier objectif, c'est un objectif environnemental et climatique. Chaque fois que vous substituez une tonne équivalent pétrole de vent ou de chaleur à du charbon ou du gaz, vous économisez des émissions de gaz à effet de serre. Donc vous travaillez pour le maintien de cette capacité de reproduction du système climatique. Comment est-ce qu'il faut intervenir en termes de politique publique sur ce climat? Par un outil prioritaire, le prix du carbone. Et chaque fois que nous progressons vers un système énergétique dans lequel on va mettre un prix du carbone au niveau le plus proche possible de ce qu'on considère comme le dommage climatique engendré par la consommation d'énergie fossile, le plus on va libérer des espaces de compétitivité pour les énergies renouvelables et pour les bioénergies. Alors ce mécanisme, sur le papier, il fonctionnerait bien si nous avions deux conditions remplies. Pour ce qui est l'Europe, si le marché européen des quotas de CO2 fonctionnait bien, nous savons qu'il fonctionne mal, qu'il est en crise. Et au niveau national, nous avons, le travail du Comité pour la fiscalité écologique y a contribué, mis en place depuis le début de l'année 2014 une tarification de la tonne de CO2 via la fiscalité de l'énergie qui est de 7 € la tonne et qui passera à 22 € en 2016. C'est dans la loi de finances. On me dirait, ce n'est pas parce que c'est dans la loi de finances qu'on le fait. Vous voyez des quotas poids lourds, ce n'est pas tout à fait pareil. On peut certes changer la loi de finances, mais si on ne change pas la loi de finances, c'est dedans. Je vous ai arrangé pour ça sur 3 ans. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'application de cette taxe carbone est très mal faite pour les bioénergies. Et donc, je recommande instamment, je n'ai pas changé de discours, je le dis à vous, mais quand je vois les ministres, je dis la même chose. Il faut absolument qu'on traite correctement les bioénergies dans le système de fiscalité environnementale en France et qu'on ne fasse pas payer la taxe carbone aux bioénergies, puisque nous ne sommes pas sur du carbone fossile, nous sommes sur du carbone biologique qui s'inscrit, comme je le disais en première partie, dans un cycle de reproduction des ressources. Mais il y a un deuxième type de ce que les économistes appellent une externalité qu'il faut traiter, c'est la question de
du développement de nouvelles industries, de nouvelles technologies, pour pouvoir passer de recherche et développement à de la maturité. Vous allez certainement parler dans vos tables rondes sur les biocarburants, des carburants de seconde puis de troisième génération. Et on voit bien qu'en réalité, en prospective, on a probablement devant nous d'énormes possibilités qui vont s'ouvrir si nous sommes capables de correctement passer du système de recherche au développement à du développement du pilote, puis à du développement industriel. Et pour ceci, il faut qu'il y ait effectivement une action publique qui ne passe pas par des soutiens de prix, mais qui passe par d'autres méthodes de soutien. Et je pense que les méthodes de soutien qui fonctionnent bien en matière de développement de nouvelles technologies, c'est des systèmes assez compliqués à mettre en place. Pourquoi ? Parce que nous avons toujours l'illusion, lorsque nous nous projetons en avant, de connaître quelles seront les technologies de rupture. En réalité, je peux vous assurer que lorsque vous regardez dans le passé, les plus grands cerveaux de l'université américaine, naturellement, nous on n'est pas capable de faire ça, qui ont fait de la prospective technologique, ils se sont généralement totalement trompés. En 1960, l'un des meilleurs ouvrages de prospective technologique parus au MIT vous disait « Mais non, nous ne pensons pas que l'ordinateur va révolutionner grand-chose. Ce sera une application qui ne va pas dépasser 3 exemplaires. » Et donc, n'ayons absolument pas l'idée, souvent quand on voit les discussions sur la transition énergétique, on dit voilà, on va faire le mix énergétique dans 20 ans, dans 50 ans. Grand Dieu, nous sommes incapables, les uns et les autres, de savoir quelles seront les innovations de rupture. Et vous, entrepreneurs, évidemment, c'est vous qui allez créer ces innovations de rupture en fonction du type de recherche et développement que vous aurez et du type de stimulation que vous aurez. Car il est évident que sur le marché, c'est trop risqué de développer des nouvelles innovations. Il faut qu'il y ait des politiques publiques. Donc je pense qu'il faut absolument, en termes de politique publique et en termes d'incitation politique publique, de bien dissocier le volet environnemental du volet incitation à la recherche et à l'innovation. Et les deux sont très importants pour notre pays et pour notre transition énergétique. Et je pense que nous avons effectivement du mal à intégrer ces outils. L'outil environnemental doit se traiter par la tarification des nuisances environnementales. Je formule l'espoir que notre comité pour la fiscalité écologique y contribue et continuera à y contribuer. L'incitation au développement de l'innovation, de nouvelles technologies, passe par d'autres méthodes, je ne vais pas entrer dans les détails, des systèmes d'appel d'offres, des systèmes d'expérimentation, et surtout des systèmes dans lesquels on teste aussi des échecs. Car la vie économique et la vie de l'innovation, ce n'est pas une succession de success stories, comme des fois on voudrait nous le faire croire à la télé, c'est on essaie un truc, ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, et bien on tire les leçons de ce qui ne marche pas pour aller. Je pense que c'est de cette façon que nous pourrons progresser et ayant à vos débats. Merci.